Mais d'abord, notre journal de campagne avec Flora Sauvage, direction Le Havre. Accueilli au Havre, la ville de son ancien Premier ministre Édouard Philippe, par des chants entonnés par une dizaine de gilets jaunes, Emmanuel Macron tente de convaincre les électeurs de gauche. Car au Havre, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Sur le climat, s'il vous plaît, faites quelque chose, s'il vous plaît. J'en parlais là. Il y a 20% de la population qui a fait quelque chose, s'il vous plaît. À 10 jours du second tour, le président candidat est interpellé sur la colère des étudiants. Comment répondez-vous à la colère étudiante en France qui monte en ce moment ? Je pense qu'il y a une inquiétude généralisée à laquelle il m'appartient aussi de répondre. Mais la colère pure ne produit pas de solution. Donc il faut réussir à montrer qu'il y a une ambition derrière et à surtout donner un rôle à chacun. Pour convaincre abstentionnistes et électeurs de gauche, Emmanuel Macron a choisi pour ce déplacement la thématique de l'écologie, avec la promotion des éoliennes en mer, alors que Marine Le Pen veut un moratoire sur leur implantation. Le projet de Madame Le Pen est de complètement stopper les énergies renouvelables et de le remplacer par des centrales nucléaires. Ce qui n'a, je le dis ici avec beaucoup de clarté pour nos auditeurs, aucun sens en termes de temporalité. Parce qu'une centrale nucléaire qu'on décide aujourd'hui, au mieux, elle entre en fonction en 2035. Donc elle ne couvre rien des besoins dans les 15 ans qui viennent. Et sortir du renouvelable aujourd'hui est une aberration complète. Nous serions le seul pays au monde à le faire. Emmanuel Macron aimerait rattraper le retard de la France en matière d'énergie renouvelable s'il est réélu. Mais le duel avec Marine Le Pen s'annonce beaucoup plus serré qu'en 2017. Les électeurs écologistes, ce sera l'un des thèmes de notre débat. Tout de suite avec Laure Salvin, bonsoir. Bienvenue, bonsoir. Vous êtes directrice générale de Kantar Public France. Jérôme Sainte-Marie, bonsoir, sondeur, politologue, président de l'Institut Pollingvox. Jean Garrigue, bonsoir, président du comité d'histoire parlementaire. Votre livre La tentation du sauveur, c'est aux éditions Payot. Et Laetitia Krupa, éditorialiste politique, bonsoir. Laetitia, quand Emmanuel et Édouard se retrouvent, on pourrait titrer ça comme une histoire d'amitié. Quel bilan vous tirez de cette journée havraise, Laure Salvin? Alors, déjà, je pense que c'est un acte fort, un acte symbolique important de la part d'Emmanuel Macron, d'aller à la fois dans la ville de son ancien Premier ministre, qui aujourd'hui encore est la personnalité politique préférée des Français. C'est lui qui a la cote d'avenir auprès des Français la plus élevée. 42% des Français, dans notre dernier baromètre Figaro Magazine, pour Epoca, nous disait effectivement qu'il souhaitait qu'Édouard Philippe compte dans les mois à venir et dans les années à venir en France. Et puis aussi symbolique parce que, comme vous le rappeliez dans le reportage, Jean-Luc Mélenchon est arrivé premier au premier tour dans cette ville. C'était important aussi pour toute l'aile un peu de centre-droit et de droite de montrer que Emmanuel Macron est proche d'Édouard Philippe. C'est assez étonnant d'ailleurs quand on regarde la gestuelle entre les deux hommes politiques, qui est assez franche, qui est assez sûre d'elle, etc. Enfin, voilà, il y a dû y avoir certains débats. Viril, j'osais pas. Oui, mais parce que Jean Garrigue, ça n'a pas forcément été simple entre les deux hommes depuis qu'Édouard Philippe a quitté Matignon. À vrai dire, si on regarde l'histoire des couples exécutifs sous la Ve République, ce que je suis en train de faire en ce moment pour un autre travail, ça s'est pas passé si mal que ça. Ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est vrai qu'il y a eu des tensions, et des tensions qui sont déjà au moment de la crise des Gilets jaunes, et des tensions qui se sont aggravées à partir du moment où Édouard Philippe a commencé à avoir une cote de popularité qui dépassait celle du président de la République, ce qui est d'ailleurs assez classique. Et Emmanuel Macron considérait aussi que Édouard Philippe n'avait pas joué suffisamment son rôle de bouclier, de bouc émissaire, de fusible, comme on dit. C'était ensuite une concurrence qui est née très, très clairement, puisque on voit bien que, étant donné l'état de déliquescence des Républicains, il y a un avenir, ce que vous venez de dire, il y a un avenir pour Édouard Philippe, alors qu'a priori, si d'aventure Emmanuel Macron était réélu président, il ferait son quinquennat et son aventure politique, a priori, serait terminée. Tandis que celle d'Édouard Philippe ne fait que commencer. Donc, il y a un enjeu là majeur de recomposition, parce que c'est ça, au fond. Je pense, moi, que l'une des significations de cette visite, c'est aussi pour résoudre un peu les tensions qui se sont produites au moment où Emmanuel Macron a construit cette grande maison commune du centre droit et de la droite. Et a bloqué la fusion entre Horizon et Agir aussi. Exactement.
Donc il y a là des frictions qui sont réelles. C'était important pour Emmanuel Macron de montrer qu'Édouard Philippe le soutenait en dépit de ces frictions, mais les problèmes ne sont pas résolus pour l'avenir. Jérôme Sainte-Marie, si on va beaucoup parler de report des voix encore dans cette émission et logiquement dans les 10 jours qui viennent, si on regarde les électeurs de Valérie Pécresse, il y a 30% des électeurs de Valérie Pécresse qui disent aujourd'hui qu'ils sont prêts à voter Marine Le Pen. Est-ce que une visite comme celle-là, ça peut parler à ces électeurs de Valérie Pécresse ? Oui, certainement. C'est-à-dire que, comme l'a souligné Laure Salvin, Édouard Philippe a une image extraordinairement positive, extraordinairement déjà parce qu'elle est la plus élevée, puis extraordinairement par rapport au fait que s'il a une image de modération dans l'exercice du pouvoir, notamment lors de la crise des Gilets jaunes, il était extrêmement dur en fait, beaucoup plus que le président de la République, beaucoup plus déterminé. Mais bon, ça fait partie des paradoxes de formation de l'opinion, et il peut parler effectivement aux catégories relativement âgées qui composent désormais l'électorat de droite, qui composait déjà une majorité de l'électorat de François Fillon. Donc à la fois modération, fermeté, et puis surtout l'idée que décidément Emmanuel Macron est capable de rassembler tout le monde et de faire taire effectivement ces histoires de rivalité. Donc c'est le jeu que fait actuellement Emmanuel Macron, comme d'ailleurs Marine Le Pen, qui doivent s'adresser à des publics l'un et l'autre, à des publics différents et en grande partie opposés. Oui. Donc voilà, c'est la complexité de cette campagne d'entre-deux tours, évidemment. Grosso modo, le matin, on s'adresse à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, et l'après-midi, si on est pour l'un, c'est l'électorat de Mme Pécresse, et d'autres, et puis pour l'autre, c'est l'électorat d'Éric Zemmour. Enfin, c'est quand même assez fort, quoi. Et donc là, effectivement, je pense que ça donne à la fois un message à la droite, mais tout en restant dans un registre de modération et de responsabilité gouvernementale. Laetitia, l'ex-premier ministre, il a finalement été assez discret dans la campagne de premier tour. Peut-être qu'il a été plus discret que ce qui était prévu. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, en fait, il a illustré la modération. Vous avez trouvé le mot juste, vous avez raison. Alors, ça va vraiment à contrario de tout ce que les équipes ont dit avant que ça commence. Vous savez, avant que Emmanuel Macron ne se déclare, on voyait l'entourage du président et tous nous disaient, vous allez voir, il aura vraiment un rôle pivot. Il y avait une expression qui revenait souvent dans nos discussions, c'était « il va mouiller la chemise, Édouard ». Bon, après, il y a eu les faits et la réalité. Ça a été plutôt modéré, son mouillage de chemise. Il a soutenu à minima, c'est vrai qu'il l'a soutenu. Il a fait un meeting, par exemple, à Nice. Oui. Sans Emmanuel Macron. Et puis, les observateurs avertis se sont rendus compte qu'il était quand même bien préoccupé par le sort de son parti politique Horizon pour les législatives. Et on voit cette modération au message qu'il a publié sur les réseaux sociaux le lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. Regardez et puis on en discute après. Si, comme moi, on est attaché à une France qui est grande lorsqu'elle tient à cette idée de liberté, alors je crois qu'on doit s'engager pour le président de la République, faire campagne activement et prendre ses responsabilités et voter le 24 avril pour Emmanuel Macron. Bon, je ne sais pas si c'est moi, mais on ne sent pas un enthousiasme débordant dans cette vidéo. D'ordinaire, la communication électorale est plus offensive, plus clivante. Donc là, il fait un peu le service minimum, Édouard Philippe. Et bon, alors c'est peut-être son style, vous avez raison, la modération, l'euphémisme. Mais c'est surtout que derrière tout ça, il y a son destin. Et vous l'avez dit, Jean Garrigue, son destin à lui, Édouard Philippe, peut-être futur candidat en 2027. Alors, il est un peu coincé dans le en même temps, finalement, de son ex-patron. C'est-à-dire qu'il doit le remercier. Il n'était rien avant qu'Emmanuel Macron ne le nomme à Matignon. Personne ne le connaissait. Donc, il doit le remercier de l'avoir mis en lumière, mais il doit, lui seul, rester dans cette lumière pour construire sa stature de futur potentiel chef d'État. Oui. Si je suis un peu provocateur, est-ce que Laure Salvin, Édouard Philippe a vraiment intérêt à ce qu'Emmanuel Macron soit réélu ? Parce que, allez, on fait un peu de politique fiction, Emmanuel Macron l'emporte. Si Édouard Philippe se présente dans 5 ans, ça ferait presque un troisième mandat macronien, d'une certaine façon, ou macroniste. Alors, je pense qu'il arrivera quand même à se... à se démarquer à un moment ou à un autre. À se démarquer. Je pense aussi qu'il y a un enjeu important, et on les oublie aussi, ce sont les abstentionnistes de ce premier tour
qui ont voté ou qui avaient voté François Fillon en 2017. Et je pense que ceux-ci sont très proches aussi des idées, notamment d'Édouard Philippe, et que c'est aussi pour capter cet électorat-là, parce qu'on parle beaucoup de l'électorat Mélenchon, premier tour, qui est déterminant pour ce second tour, mais en fait, il y a quand même les abstentionnistes. Bien sûr, c'est plus de 12 millions et demi de personnes qui ne sont pas allées voter. Donc c'est le premier parti de France, c'est 5 millions de plus que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, il y a là un réservoir potentiel. Et à l'intérieur de ces abstentionnistes, vous dites qu'il y a une grande part qui était filloniste en 2017. Il y a une part, pas une grande part, mais une part qui était effectivement électeur filloniste. Il y a une part qui était également électeur de Macron, qui se sont quand même abstenus au premier tour. Il y a une part aussi d'électeurs de Marine Le Pen, et puis une petite part Mélenchon. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas forcément des abstentionnistes habituels. Vous voyez, les abstentionnistes du premier tour là, de 2022, tous ne se sont pas abstenus il y a 5 ans. Donc, ce sont des gens qu'on peut mobiliser. C'est intéressant. Je ne sais pas comment vous l'évaluez, ça, Jérôme Sainte-Marie, parce que il y a 5 ans, on avait une abstention plus importante au second tour qu'au premier, si je me souviens bien. Ça, je ne sais pas si ça va se rééditer cette fois-ci, mais en tout cas, c'est un risque. Et donc la capacité de parler aux abstentionnistes, sauf qu'ils sont dans tous les camps politiques. C'est ça les abstentionnistes cette fois-ci. Donc alors, on revient au grand écart dont on parlait tout à l'heure. Autrefois, si vous voulez, à la présidentielle, généralement, on votait davantage au second tour qu'au premier. Le record de participation, c'est le second tour de 1974. Je parle sous votre contrôle, il me semble qu'on était à 86-87% de participation. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que dans les abstentionnistes, il y a quand même une part irréductible de gens qui n'iront pas. Je vous dis, même dans la période la plus dramatique, on avait le choix entre les socialo-communistes et la démocratie libérale ou je sais pas quoi. C'était effectivement, il y a quand même 13% ou 14% des gens qui sont restés chez eux. Donc on voit bien que faut pas prendre tous les abstentionnistes, bien entendu. C'est à peu près 10 points probablement qui sont mobilisables. Sauf que désormais, puisqu'il y a une dispersion du paysage politique qui n'est plus du tout organisé, surtout au niveau national, par le clivage gauche-droite, il y a effectivement des forces qui ne sont pas représentées au second tour. Et c'est pour ça que lors de la dernière élection, effectivement, il y a eu une abstention relativement importante de gens qui avaient voté à droite, par exemple pour François Fillon, ou à gauche pour Jean-Luc Mélenchon, qui ne se sentaient pas concernés par ce second tour. Et là, on aura très, très certainement quand même une abstention forte du côté, en tout cas, de Jean-Luc Mélenchon. Alors, on va parler d'écologie tout de suite avec Alexandre Poussard, parce que le thème de ce déplacement d'Emmanuel Macron, bonsoir Alexandre, c'était notamment l'écologie. Vous avez regardé ce que le président candidat a fait en matière d'écologie. Est-ce qu'il a tenu les promesses de son début de quinquennat? Alors Thomas, globalement non, mais il y a tout un contexte qu'on va évidemment rappeler. Alors certaines promesses n'ont pas été tenues. Par exemple, Emmanuel Macron promettait d'augmenter les taxes sur le diesel pour lutter contre la pollution aux particules fines. Il l'a fait la première année, mais très vite, il y a eu la crise des gilets jaunes et donc les taxes sur les carburants ont été gelées. Emmanuel Macron avait aussi fixé l'objectif de servir 50% de produits durables dans les cantines, dans les restaurants d'entreprise. Une loi a bien été votée, mais elle a du mal à s'appliquer aujourd'hui et donc on est à seulement en moyenne 15% de produits durables dans les cantines. Et puis concernant l'agriculture, Emmanuel Macron avait promis à la fin du glyphosate dès 2020. Ça n'a pas été réalisé et même d'ailleurs le président de la République n'hésite pas à parler d'échec sur ce sujet. Sur la transition énergétique, beaucoup d'objectifs n'ont pas été atteints. Emmanuel Macron voulait, concernant les énergies renouvelables justement, il voulait doubler la capacité de la France en énergie éolienne et solaire. Des progrès ont été faits, mais aujourd'hui on est au milieu de la trajectoire prévue. Sur le nucléaire en 2017, le candidat Macron voulait abaisser la part du nucléaire à 50% de notre mix énergétique. Très vite, Nicolas Hulot a retardé, donc objectif prévu en 2025. Très vite, Nicolas Hulot l'a retardé à 2035. Et ça, c'était avant la fin du quinquennat où Emmanuel Macron a annoncé la relance de la construction de réacteurs nucléaires. Et puis, toutes les centrales à charbon devaient fermer dans notre pays à la fin de ce quinquennat. Ce ne sera pas le cas, notamment dans un contexte de tension sur la production d'électricité. Donc ça, c'était pour la colonne moins du bilan écologique. Qu'est-ce qu'on trouve dans la colonne plus? Il y a quand même une colonne plus avec certains objectifs atteints, comme celui de verser 100 000 primes à la conversion par an pour changer les vieux véhicules polluants. L'objectif a été atteint et même quasiment doublé. Et puis, il y a également l'interdiction d'explorer du gaz de schiste et des hydrocarbures sur notre territoire. Ça, c'était une demande de l'accord
de Paris sur le climat, ça a été instauré sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et puis, Emmanuel Macron avait également promis de rénover 50% des passoires thermiques pour les propriétaires les plus modestes. Et là, notamment grâce à la loi énergie-climat de 2019, eh bien, des actions ont été menées. Il y a eu aussi le dispositif MaPrimeRénov' qui a connu un certain succès avec 650 000 logements rénovés. Mais on peut mettre quand même un petit point d'interrogation car on n'a pas l'outil statistique pour dire si cette promesse a été tenue. Et puis on finit par quand même 2 lois qui ont beaucoup de mesures écologiques comme la loi climat en 2021 qui reprenait certaines propositions de la Convention citoyenne pour le climat et puis la loi anti-gaspi et pour l'économie circulaire qui a imposé de nouvelles normes, de nouvelles pratiques aux entreprises. Merci Alexandre pour tous ces détails. On regardera le programme de Marine Le Pen en la matière tout à l'heure. Est-ce que, tiens justement Jean Garrigue, ça peut être l'un des domaines, l'écologie, où Emmanuel Macron a peut-être plus de grain à moudre ou de marge de manœuvre qu'une Marine Le Pen pour aller chercher des électeurs, soit ceux d'Yannick Jadot, soit ceux écologistes assez nombreux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon? J'ai l'impression, étant donné la fragilité du programme écologique de Marine Le Pen, et les idées, notamment le refus du renouvelable, ou bien qu'elle ait aujourd'hui annoncé, réorienté un peu sa politique. Donc c'est un angle sur lequel, effectivement, a priori, il est plus solide, avec toujours ce handicap, c'est que lui, il est d'abord dans un bilan sur lequel on peut le critiquer, l'attaquer en disant qu'on n'a pas fait suffisamment, et puis aussi sur des propositions qui, de manière objective, sont plus larges et plus conformes aux idées des écologistes ou des électeurs écologistes que celles de Marine Le Pen, mais je le répète, qui sont adjointes à ce bilan qui, lui, va être jugé insuffisant. Oui. Donc, s'il s'agit d'aller chercher les électeurs écologistes, qui représente d'ailleurs un gisement finalement assez étroit, parce que le score de Yannick Jadot n'a pas été important, mais qui peuvent être complétés par des électeurs mélenchoniens, puisque je pense qu'une des motivations du vote Mélenchon, ça a été aussi l'écologie, surtout pour les électeurs jeunes. Eh bien, voilà, il y a un gisement qui n'est pas énorme, et puis il y a capacité aussi de le critiquer sur ce point. Donc, voilà, je pense que c'est un des points quand même, dans le cas du duel du 20 avril, c'est un point sur lequel il peut être un peu plus fort que d'autres. Mais c'est pas. Il sera comptable de son bilan. Alors, ce qui est intéressant, c'est la perception de son bilan, Laure Salvin, parce que Alexandre Poussard parlait de 2 lois importantes de ces dernières années, la loi climat et résilience et puis la loi AGEC pour l'économie circulaire. Ça provoque quand même des mutations de beaucoup de secteurs industriels. Il y a des filières qui sont en train de se créer, c'est assez intéressant, pour respecter la loi. Mais ça, alors là, c'est passé totalement sous les radars des électeurs. Qu'est-ce qu'on retient? La Convention citoyenne pour le climat, les promesses n'ont pas forcément été tenues. Donc son bilan, il est perçu globalement d'une façon négative? Absolument, oui. En gros, il y a à peu près un tiers des Français qui considèrent que c'est un bon bilan en matière d'écologie, d'environnement, etc. Et donc 2 tiers qui considèrent que ce n'est pas le cas. Et puis, je pense que pour les Français, c'est un sujet très difficile. Enfin, pour les Français et pour les citoyens d'une manière générale. Vous voyez, on avait fait une étude pour le magazine L'Hémicycle qui nous montrait que quasiment un Français sur 2 nous disait qu'ils n'avaient pas les moyens financiers aujourd'hui de favoriser la lutte contre le réchauffement climatique, etc., que eux-mêmes n'avaient pas les moyens. C'est quelque chose qui leur semble vraiment très compliqué. Et quand on leur demande spontanément qu'est-ce qu'il faudrait faire, ils disent en fait, ce sont des changements de comportement. Et aujourd'hui, moi, je suis trop fragilisée pour changer mes comportements à l'heure actuelle, et notamment parce que finalement, et vous parlez des électeurs Mélenchon, les électeurs Mélenchon, effectivement, c'est leur 3e priorité, mais leurs 2 premières, c'est le pouvoir d'achat et les inégalités sociales. Donc le sujet de l'environnement, non seulement c'est un petit, effectivement, une petite réserve d'électorat, et puis en plus c'est très compliqué parce que c'est demander des efforts aux Français quand aujourd'hui, en gros, ils sortent d'un... Ça, c'est la faute des politiques, parce qu'on a effectivement l'impression qu'on est toujours culpabilisé dans cette lutte contre le réchauffement climatique de façon individuelle, alors qu'il me semble que des solutions holistiques seraient beaucoup plus efficaces, et puis nous déculpabiliserait d'une certaine manière et pourrait inclure les classes populaires, parce que c'est les classes populaires dont vous parlez qui se sentent complètement décorrélées de cette problématique. Et c'est aussi le problème d'Emmanuel Macron, qu'il y ait 2 tiers des Français qui jugent son bilan négatif. Pourquoi? Parce que bilan écologique. Oui, mais le bilan d'Emmanuel Macron négatif. Les 2 tiers des Français, pourquoi? Parce qu'il me semble qu'ils ne le connaissent pas.
son bilan. Oui, à partir du moment, il est quand même, il vient de faire un quinquennat, c'est lui le mieux placé pour pouvoir expliquer aux Français les points positifs en matière d'écologie de son bilan. Il l'a fait une fois, son bilan, lors de sa conférence de presse fleuve de 4 heures, où on était complètement noyés. Je pense que les Français n'ont rien retenu. Donc si vous voulez qu'on retienne des mesures phares qui ont compté et qui sont un peu symboliques pour vous faire confiance pour un nouveau mandat, c'est à vous de le faire. C'est vrai qu'il y a une forme d'amnésie post-Covid, post-crise, quoi. Hein. C'est-à-dire que finalement, il y a plein de choses peut-être qui ont été réalisées, mais avec ce qui s'est passé, plus la guerre en Ukraine. Oui, mais ça rejoint ce que vous disiez. La problématique pouvoir d'achat, finalement, elle anesthésie ou elle écrase un peu celle de l'écologie. Oui. Alors la préoccupation sur l'écologie, c'est une préoccupation presque universelle dans la population française. Et d'ailleurs, les Français font des efforts. Regardez comment tout le monde s'est converti au tri sélectif. C'est quelque chose, et les gens l'appliquent, non pas parce qu'ils se sentent surveillés, qu'ils pourraient avoir des amendes, etc., mais très naturellement, ils le font. Ouais. Les entreprises aussi, hein. J'y reviens, je suis un peu têtu, sur l'économie circulaire, c'est des secteurs entiers qui sont obligés de changer, parce qu'on appelle ça la responsabilité élargie du producteur. Donc ils ne peuvent plus brûler ou mettre en décharge les invendus, ils vont être obligés de les intégrer à une filière d'économie circulaire. C'est vraiment une révolution. J'insiste aussi sur le caractère relativement interclassiste quand même de cet effort, y compris sur l'alimentation. Il y a quand même un marché bio qui s'est développé. Autrefois, c'était vraiment... Quand les fins de mois deviennent aussi dures qu'en ce moment avec la hausse des prix de l'énergie. Vous avez des formules en province qui permettent une certaine économie localiste, je vous assure, y compris par des logiques de troc, etc. Vous avez vraiment... Ça se développe réellement. C'est pas uniquement les bobos, etc. Ça existe. Alors après, pour Emmanuel Macron, pour répondre à votre question, ça me paraît assez difficile de communiquer sur son bilan pour l'écologie, à la mesure où c'est quand même des questions techniques assez complexes, des questions fiscales également assez complexes, et où les résultats, a priori, ne sont pas là, parce qu'ils ne peuvent pas l'être. C'est-à-dire que le dérèglement climatique ne va pas être stoppé par 5 ans d'action du président de la République française. Et puis ça se juste sur le long terme. C'est-à-dire quand on vote une loi avec un bilan en 2030, c'est en 2030 qu'on pourra savoir si ça a marché ou pas. Il y a aussi une gêne gouvernementale pour communiquer trop là-dessus, parce que tout de même, la grande crise, la seule fois finalement où le pouvoir d'Emmanuel Macron a reculé, ça n'a jamais été une mobilisation des syndicats, et ni d'ailleurs une mobilisation de l'opposition parlementaire. D'ailleurs, ça ne le sera pas non plus dans le quinquennat prochain si jamais il est réélu. Et par contre, ça a été l'espèce de climat semi-insurrectionnel qu'on a connu en novembre-décembre 2018, à l'occasion, tout de même, d'une prime sur le carburant qui était justifiée, à tort ou à raison, par la préoccupation écologique. Et à partir du 10 décembre et du retrait de cette prime à finalité écologique, en tout cas dans le discours gouvernemental, le mouvement s'étiole et change de nature. Oui, c'est très important parce que ça veut dire que dans la mentalité collective, dans la perception des Français, ils se disent... l'écologie, c'est quelque chose de répressif, c'est quelque chose... Mais c'est aussi pour ça que Yannick Jadot n'a pas impacté, n'a pas réussi à imprimer dans sa campagne, parce qu'il a été perçu comme un monsieur souffrance, quoi, en quelque sorte. Ça, plus le vote utile à gauche, plus le manque peut-être de charisme du candidat, plus les divisions au sein de l'écologie. Mais cette notion-là, à mon sens, elle est essentielle pour expliquer pourquoi cette thématique que tout le monde partage, au fond, elle n'arrive pas à imprégner. On a fait un focus sur le bilan, on va dire, d'Emmanuel Macron, mais si on regarde le programme de Marine Le Pen, alors il n'y a pas d'objectif précis sur la baisse des émissions de CO2. Sur le nucléaire, il y a l'objectif d'une construction de nouvelles centrales, dont 3 EPR, un moratoire sur le démantèlement de Fessenheim. Sur les éoliennes, alors là, il y a un point intéressant, suppression des subventions allouées à l'éolien et au solaire, arrêt des chantiers en cours, et sur les passoires thermiques, des subventions pour remplacer les chaudières au fioul, produits et un produit d'épargne, logement vert. Emmanuel Macron, il a attaqué sur les éoliennes aujourd'hui, Jean Garrigue. C'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard. Quand il cherche à parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot, évidemment. Ça, c'est très clair. Il faut dire que la France est très en retard sur le parc éolien maritime. Pas besoin de faire par rapport aux Britanniques, aux Norvégiens, on est très en retard. Et c'est un sujet, effectivement, parce que le cœur de cible, quand même, je pense, moi, de l'électeur écologiste, enfin, le cœur de son idéologie, ce sont les énergies renouvelables. C'est pas le nucléaire. Donc lui, en soutenant cette
en maintenant ce cap vers les énergies renouvelables qu'il jouxte avec le nucléaire, il est quand même dans la ligne des électeurs écologistes. C'est quelque chose qui leur parle. Mais le problème étant que est-ce que ça parle aux électeurs, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon, ou en tout cas aux électeurs des couches populaires de Jean-Luc Mélenchon, je ne suis pas sûr qu'ils se disent il nous faut absolument... Un petit peu quand même, quand Emmanuel Macron parle, je crois qu'il a employé le terme de planification écologique, c'est très mélenchoniste ou mélenchonien, ça. Attendez, il n'y a pas plus composite que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon de dimanche dernier. Je ne dis pas d'autrefois, mais de dimanche dernier, c'est très, très composite, notamment parce qu'il s'est construit dans les dernières semaines à travers le vote utile. Donc, je ne crois pas, sincèrement, qu'Emmanuel Macron se fasse la moindre illusion sur sa capacité à récupérer la partie du vote populaire qui va sur Mélenchon. C'est à peu près, c'est pas négligeable, c'est 20-23%, je crois, chez les ouvriers et les employés. Il ira. Par contre, vous avez une composante... Alors, pendant que vous parlez, juste, je donne les chiffres Ipsos Soprasteria sur les reports de voix des électeurs mélenchonistes. Pour l'instant, tout ça est susceptible d'évoluer. 33% vers Emmanuel Macron, 18% vers Marine Le Pen, et l'immense majorité, 49%, c'est ceux qui s'abstiennent. Oui, alors, par contre, dans l'électorat écologiste et dans l'électorat notamment qui est venu du reste de la gauche ou des écologistes qui a rallié Emmanuel Macron, il y a une partie que... Mélenchon, une partie qu'Emmanuel Macron peut récupérer. Cette partie, je peux la désigner par un terme qui peut vous surprendre, mais qui renvoie à la fois à une position sociale et à une mentalité. C'est ce qu'on appelle la petite bourgeoisie. Et vous avez tous ces petits bourgeois qui trouvent que l'écologie, c'est pas mal, parce que déjà, ils ont peut-être une préoccupation, mais ça leur permet de ne pas se situer sur les enjeux économiques et sociaux où ils sont un peu entre deux chaises, si j'ose dire. Et c'est des gens qui n'aiment pas du tout Macron, mais qui n'aimaient pas du tout les Gilets jaunes non plus. Je vais vous raconter une anecdote, juste une seconde. Allez-y. Une seconde. J'étais près de l'Arc de Triomphe pour observer les Gilets jaunes lors de l'incendie du Fouquet. Il y avait des affrontements très durs avec des gens quand même assez prolos quand même. Il y a des Black Blocs, mais beaucoup de prolos qui étaient sur les Champs-Élysées. Et à ce moment-là, c'était le jour du climat. C'était cette... Oui, il y avait cette manifestation dans un autre quartier de Paris. J'ai pris des photos d'ailleurs. Donc on avait, alors que les affrontements étaient vraiment très importants avec la police, on a vu un immense cortège arriver depuis le Trocadéro qui allait vers République. Et là, les jeunes gens avec des t-shirts verts d'Alternativa se sont disposés avec une corde pour bien séparer leur cortège des Gilets jaunes et orienter le cortège de climat vers ensuite une autre avenue pour pas que ça se mélange. Cette image que j'ai pu immortaliser, si vous voulez, était extrêmement forte parce que, outre que c'était deux manifestations, c'est normal que ça... Donc ça prouve qu'il n'y a pas de convergence des luttes déjà, et surtout ça prouve deux milieux qui ne se rencontrent pas et qui ne peuvent pas se rencontrer. Inversement, ils peuvent être relativement sensibles à ce que dit Emmanuel Macron et inversement rebutés par le choix pro-nucléaire qui est, je crois, majoritaire maintenant dans l'opinion pro-nucléaire de Marine Le Pen. Alors, on va continuer de discuter et d'analyser le report possible de cet électorat composite mélenchoniste. Mais d'abord, je vous propose d'aller finalement l'entendre, lui donner la parole. C'est Marion Delpech qui s'est rendue à Lille. Lille, le candidat soumis fait 40% au premier tour. C'est un record. Regardez. À Lille, Jean-Luc Mélenchon est arrivé très largement en tête du premier tour, réunissant plus de 40% des voix, et plus encore dans le quartier cosmopolite de Oisem. Pour ses électeurs, une question se pose désormais. Que feront-ils le 24 avril prochain? Voter, c'est sûr. Après, voter quoi, c'est encore la grosse question. Je vais voter au second tour et je suis très très inquiète de ce qui va se passer. Il faut vraiment que les jeunes restent mobilisés. Je vous mens pas, je vais voter blanc parce que voilà, j'y crois plus trop à la politique. Et comme il disait Coluche, si le vote y changeait quelque chose, ça ferait longtemps que ça serait interdit. S'ils ne sont pas encore tous décidés pour le second tour, les Lillois sont en revanche unanimes. L'opération séduction menée par le président sortant sur la gauche n'aura pas d'influence sur leur vote. Je sais très bien que ça, c'est clairement pour nous récupérer. Mais bon, dans un sens, si je prends mon exemple, moi j'avais pas besoin de ça pour directement. Je suis pas du tout d'accord avec ce type-là, mais c'est comme je l'ai dit par défaut, juste pour pas que l'autre passe. Donc, Moi, c'est pas quelque chose qui va m'influencer, c'est plus de mon point de vue personnel, le côté écologique qui va être important. Je ne lui fais pas du tout confiance. Il nous a déjà fait le coup il y a 5 ans. Il a refait le coup plusieurs fois en ce qui concerne l'écologie. Et puis ensuite, c'est la dégringolade. Il fait exactement le contraire de ce qu'il a dit.
Il y a également les déçus, dont certains affirment que la candidature du communiste Fabien Roussel aurait privé Jean-Luc Mélenchon d'accéder au second tour. Certains sont allés jusqu'à vandaliser les locaux de la fédération du PCF du Nord, un acte que condamne le responsable administratif. Si on n'est pas forcément d'accord avec le Parti communiste, il y a des façons de faire qui ne doivent pas exister aujourd'hui dans la vie, quoi. Je veux dire, on peut avoir des discussions sans véritablement en arriver aux mains, quoi. Derrière la grande déception des militants, la fierté d'avoir réussi à mobiliser pour atteindre un score inédit de près de 22%. Le chef de file des Insoumis s'en remet à une consultation de sa base de soutien avant de donner une consigne plus claire. Ce que nous proposons de faire, c'est que toutes les personnes qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon dans cette élection présidentielle puissent se prononcer sur ce qu'elles vont faire au second tour. Une consultation a du coup été mise en ligne sur la plateforme actionpopulaire.fr où les personnes qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon peuvent dire ce qu'elles pensent faire au second tour. Jean-Luc Mélenchon, qui a lui-même appelé à ce qu'aucune voix aille à l'extrême droite, a précisé que quel qu'en soit le résultat, il ne devrait pas être interprété comme une consigne. Laure Salvin, c'est cette phrase là martelée par Jean-Luc Mélenchon, pas une voix à Madame Le Pen, c'était dimanche soir dans son discours post-résultat du premier tour. Est-ce qu'elle a quand même un peu imprimé dans l'esprit, l'état d'esprit de son électorat ? Alors justement, Jérôme Sainte-Marie disait que son électorat de 2022 est vraiment très particulier. Oui. Je pense que quand il parle à sa base, effectivement, il est tout à fait entendu et les militants, la France Insoumise, effectivement, attendent ce genre de message. Il y a une partie quand même de son électorat du premier tour, là, qui sont, vous le disiez, environ 20%, qui potentiellement pourraient voter pour Marine Le Pen. Donc c'est pas forcément un vote d'adhésion pour la majorité ou la très grande majorité de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi pour faire barrage, pour changer le système, etc. Donc, aucune voix pour Marine Le Pen, il est obligé de le dire, je pense, pour son socle et sa famille politique. En revanche, il y a une partie, on le voit bien, il y a quand même 20% de son électorat qui est tenté par le vote Marine Le Pen. Oui, on parlait des arguments ou des éléments de programme chez Emmanuel Macron qui pouvaient séduire une partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Il y a aussi des arguments dans le programme de Marine Le Pen. On va faire un débat tout à l'heure sur les institutions. Le référendum d'initiative citoyenne, ça parle à une partie de l'électorat Mélenchon, oui ou non ? Jérôme Sainte-Marie et ensuite un mot quand même, un mot, il faut quand même dire les choses par rapport à la déclaration du 10 avril de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Elle renvoie strictement à une stratégie parlementaire, c'est-à-dire une stratégie d'appareil. Que je me fasse comprendre. En 2017, je ne sais pas si vous vous souvenez, Cambadélis avait dit, à l'époque elle était à la tête du PS, nous avons vécu des moments très difficiles le soir du premier tour, et on s'était dit, si jamais Mélenchon appelait à battre Marine Le Pen clairement et à voter pour Macron de fait, eh bien, dans ce cas-là, il aurait pu recomposer la gauche à sa main. Et Cambadélis se réjouissait qu'il soit resté dans une certaine ambiguïté. On comprenait plutôt en 2017 qu'il appelait à s'abstenir, même si les mots n'étaient pas très différents, mais le message passait qu'il fallait plutôt s'abstenir pour les électeurs de Mélenchon. Et là, il souhaite récupérer, pendant qu'il est passé du populisme à l'union de la gauche, il souhaite faire un groupe le plus important possible. Donc c'est de la stratégie électorale. Il appelle de fait à voter pour Macron. Ah non, il ne l'a pas appelé. Ça revient à ça. Non, il soutient Macron. On peut s'abstenir ou voter pour Macron. Mais tout le monde comprend qu'il annonce quand vous avez deux candidats. Et que donc c'est pour favoriser la construction d'une majorité, d'un nouveau, programme commun, d'une quinzaine d'élus à 40 ou 50, pourquoi pas, et négocier avec la gauche en position de force, se répartir les circonscriptions et comme ça faire vivre l'appareil. Comme vous n'avez pas répondu à ma question sur le référendum, je vais la poser à Jean Garrigue. Le référendum d'initiative citoyenne, est-ce que ça peut parler à une partie de l'électorat Mélenchon ? Parce que ça fait partie des propositions fortes. L'analyse. Alors le référendum, oui. Alors on a vu d'ailleurs que Emmanuel Macron avait dit qu'il finalement c'était pas une mauvaise idée non plus. C'est-à-dire qu'on y vient à cette question du référendum d'initiative citoyenne ou du référendum tout court, parce qu'elle parle surtout d'une pratique référendaire fréquente, Marine Le Pen, en s'appuyant d'ailleurs aussi sur les demandes des Gilets jaunes, mais enfin c'est une pratique référendaire. Alors c'est quelque chose qui semble aujourd'hui s'imposer dans la vie politique française,
où la consultation, l'idée de consulter plus souvent le peuple est quelque chose qui semble partagé de plus en plus. C'est une demande sociale, on va dire, cette idée du référendum. Maintenant, l'historien que je suis n'oublie pas les dérives que ça a pu engendrer dans le passé. Et la dérive plébiscitaire, notamment, le fait qu'une majorité d'idées sur une question par oui ou par non simplifie forcément les enjeux, etc. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça. Et puis moi, ma conviction, c'est que la réforme institutionnelle doit aller bien au-delà de simplement la pratique, la réhabilitation de la pratique référendaire. Il y a bien d'autres choses à faire, me semble-t-il. La première des choses étant de découpler les deux élections. Et ça, c'est un autre débat. Et puis surtout, ce sera le débat qu'on propose à nos téléspectateurs dans une quinzaine de minutes. Je voudrais qu'on ouvre un chapitre autour de l'image de Marine Le Pen et ça a un impact évidemment sur cette stratégie d'entre-deux tours et peut-être aussi sur un peu le traitement médiatique autour de la candidate du Rassemblement national. L'image de Marine Le Pen qui n'en finit pas d'étonner le sénateur Claude Malhuret. On l'écoute. Moi, je suis très très étonné de voir comment elle a réussi à gommer en quelques mois l'image et la réalité de ce qu'elle est. Ça fait 3 mois qu'elle se présente en Bernadette Soubirous qui a découvert la démocratie, mais le personnage, il n'a pas changé. Le programme, il n'a pas changé. Il est exactement le même. Laure Salvin, on rentre dans c'est vraiment une campagne différente, la campagne de second tour. Alors, on avait évoqué la campagne Miaou, c'était stratégie du Miaou mardi ensemble. Et la façon dont Marine Le Pen a réussi à faire évoluer son image. Peut-être que les journalistes n'ont pas assez creusé son programme, mais là, on y est, quoi. Et elle y est, elle aussi, d'une certaine façon, avec les conférences de presse programmatiques qu'elle a fait cette semaine. Donc ça, elle est claire et ça pousse les journalistes, et ça poussera Emmanuel Macron à pointer peut-être des contradictions, ou en tout cas à aller sur le fond du programme. Et ça, je trouve que c'est vraiment une autre campagne qui démarre. Absolument. Et d'ailleurs, on le voit, elle est beaucoup plus, attaquée frontalement par Emmanuel Macron que lors de la campagne de premier tour. Où, alors, vous parliez de campagne Miaou, c'est vrai que elle était peu chahutée finalement. Et là, vraiment, ça y est, on voit un affrontement beaucoup plus sévère. L'image de Marine Le Pen, elle est assez intéressante dans l'opinion, parce qu'après 2017, vraiment, c'était catastrophique. Les Français avaient le sentiment qu'elle s'était complètement plantée après ce débat de second tour et qu'elle aurait du mal à remonter. Et en fait, petit à petit, nous qui suivons l'état de l'opinion sur l'image du Rassemblement national et de Marine Le Pen, et bien en fait, on voit qu'elle a améliorer petit à petit vraiment son image jusqu'à avoir finalement des niveaux assez comparables à 2017 avant le débat. Et puis, dans l'opinion des Français aussi, elle a gagné sur des thématiques et sur des traits d'image qui leur sont très, très chers. La proximité, c'est elle qui gagne le match de la proximité avec Emmanuel Macron. Elle est considérée comme beaucoup plus proche des préoccupations des Français qu'Emmanuel Macron, y compris auprès des électeurs Mélenchon premier tour. C'est quand même intéressant. La proximité, l'honnêteté et la capacité à réformer le pays. Donc c'est quand même des dimensions qui sont assez importantes, et je pense qu'il y a encore 1 an ou 2, on n'aurait pas parié sur ces dimensions dans l'opinion. Un coup d'œil au baromètre Ipsos Soprasteria pour le Parisien et France Info sur les intentions de vote. Pour le second tour, on a un Emmanuel Macron à 55% et une Marine Le Pen à 45%, écart de 10 points qui est quand même important. Alors, c'est moins selon d'autres instituts. Jérôme Sainte-Marie, un dernier mot, tiens, sur le débat. Alors, j'aurais pu poser la question à l'historien aussi. Le débat, beaucoup disent qu'il va être décisif. Il y a des électeurs écolos qui disent « j'attends de voir le débat pour me décider entre blanc et vote Macron », par exemple. Oui, alors cette question du débat, elle se pose de manière assez originale, puisque le précédent ayant été perdu très nettement par Marine Le Pen, et encore plus dans la mémoire collective probablement qu'en réalité. Enfin, déjà, c'était pas terrible, mais en plus, maintenant, c'est devenu quasiment une mythologie. Vous voyez ce que je veux dire. Donc elle peut faire que mieux, quoi. Ce qui, pour Marine Le Pen, était exactement. Mon raisonnement était simpliste, vous l'avez compris tout de suite, et effectivement, c'est pour cela. Après, Marine Le Pen se heurte actuellement au mur du commentaire.
au mur du commentaire médiatique pour une raison très simple. Vous connaissez ma thèse de bloc élitaire contre bloc populaire. Il suffit d'aller voir un kiosque, j'ai acheté mon journal tout à l'heure, et le kiosque, on aurait dit un mur de Dazibao anti-Le Pen. C'était parce qu'évidemment, la presse écrite est achetée uniquement par des cadres, est achetée quasiment uniquement par des gens qui ne votent pas du tout pour Marine Le Pen. Et quelle que soit l'opinion des journalistes, leur public, en tout cas, aboutit à ce que toutes les unes étaient des espèces de cris d'alerte, l'urgence, le drame, je sais pas quoi, l'alerte des... Ça peut la servir, ça non, ça sert un tout petit peu par réaction auprès d'un électorat politisé. En réalité, la diabolisation, ça fonctionne. Et je pense que c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez, dans le commentaire médiatique, ça sera émis par des gens qui, à 95%, eh bien, c'est la diabolisation, se trouvent dans un bloc c'est la réalité de son programme, parce que là aussi, c'est un rapport de lutte de classe sociale. Cette critique aussi, parce que est-ce qu'on diabolise ou est-ce qu'on dit vraiment quel est le programme de Marine Le Pen derrière ce personnage de femme devenue soudainement docile. Voilà, donc dire les choses et factuellement analyser mesure après mesure. Alors peut-être que la titraille est anti-Le Pen. Non, mais je ne suis pas là pour défendre mes confrères et consoeurs, mais je suis juste très objective. Et dans tous les journaux pour le moment, on va vraiment dans le fond du programme. Pour une fois, enfin. Jean Garry, un mot du débat. Il y a eu des débats décisifs, pas beaucoup de mémoire. Plus l'écart est resserré avant le débat entre les candidats, et c'était le cas en 1974 et en 1981 par exemple, et avec des victoires très courtes, d'abord de Giscard et ensuite de Mitterrand, plus le débat prend un relief, une importance. Et on sait bien qu'a priori, on avait considéré que Giscard avait gagné le débat de 1974 et qu'il était élu président. On n'avait pas le monopole du cœur. Et puis François Mitterrand revient en 81 et là lui dit traité d'homme du passé, mais dommage qu'entre-temps vous soyez devenu le président du passif. Donc voilà, ça peut être un tout petit déterminant, ça n'est jamais un tournant. C'est toujours quelque chose qui amplifie, me semble-t-il, une dynamique, une différence. Mais quelquefois, comme en 2017, ça peut être une catastrophe. Et on vous proposera mercredi une soirée spéciale sur Public Sénat et LCP, la chaîne parlementaire. Alors l'émission Sens Public, ce sera à 18h, évidemment. Et puis ensuite, le débat en direct et un débrief juste après, autour de 23h. Merci à tous d'avoir participé à notre débat. Jean Garrigue, La tentation du sauveur est donc publié aux éditions Payot.